Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. La célèbre aile de mouette de Mercedes-Benz a acquis un statut culte au cours de sa vie, qui n'a duré que peu de temps pour la version coupe, de 1954 à 1957. À l'origine, le modèle W194 a été conçu pour les courses de longue distance. Malgré la puissance inférieure du 6 cylindres en ligne à carburateur de 3 litres par rapport à ses principaux concurrents, la voiture s'est avérée plus que performante grâce à son avantage en termes de masse et d'aérodynamisme, et remporte de nombreuses récompenses des deux côtes de l'Atlantique. Le plus important d'entre eux fut, bien sûr, la victoire au Mans en 1952, soutenue par la deuxième place sur le podium. Et comme la maxime « Sunday Won, Monday Sold » a été inventée dans le Nouveau Monde, c'est un homme d'affaires américain du nom de Max Hoffman qui est à l'origine de toute cette pagaille autour de la version civile. Le propriétaire de son propre réseau de concessionnaires, par l'intermédiaire duquel il importait diverses voitures exotiques d'Europe, a réussi à se faire entendre de la direction de l'entreprise, qui a finalement donné le feu vert à la production d'une édition limitée à 1000 unités. Le nombre final est passe à 1400, puis le Roadster a été produit à 1858 exemplaires, ce qui prouve que le dirigeant de Mercedes-Benz de l'époque n'a pas échoué, puisqu'il a cédé aux demandes de l'homme d'affaires d'outre-mer. En 1956, seules 311 voitures ont été construites à la main à Stuttgart, et celle-ci a été mise en vente à Rome par l'intermédiaire du distributeur Mario Morescalchi. Après 37 ans, le coupe argent se retrouve en Pennsylvanie, de 1995 à 2020, il a appartenu au célèbre collectionneur Roger S. Hallett. Le propriétaire suivant, malgré l'état technique très correct de la voiture, l'a confié à un atelier situé au Canada et spécialisé exclusivement dans les 300 SL. Les travaux ont duré plus de 3 ans et on touche tous les details sans exception. L'ensemble du processus de restauration méticuleuse est reflète dans une collection de 3000 photographies et un énorme tome avec toute la documentation nécessaire. Bien entendu, le Mercedes-Benz Classic Centre de Californie a également conclu que tous les numéros et équipements correspondent parfaitement aux spécifications dans lesquelles le châssis portant le numéro 823298 est sorti des ateliers d'assemblage au milieu du siècle dernier. Le modèle qui a remplacé la célèbre Veyron devrait être plus puissant, plus rapide et plus efficace sur le plan aérodynamique. Tout à fait excessif pour les routes publiques, le troupeau de 1500 mars est reparti sur les 4 roues et permet d'étirer le premier 100 en 2,4 secondes, et la vitesse de pointe de l'hypercar de 2 tonnes est limitée électroniquement à 420 km/h. Comme son prédécesseur, la Chiron a établi un nombre impressionnant de records pour les véhicules de production, et sur les solutions d'ingénierie utilisées dans cette voiture, écrit d'innombrables articles, y compris en russe. Revenons donc sur un point particulier. En plus d'un misérable kilométrage de 4225 miles, cette Chiron possède une peinture bicolore noir et bleu avec l'option Exposed Carbone. La technique de peinture consiste à appliquer plusieurs couches avec un polissage intermédiaire de chacune d'entre elles, ce qui permet de faire ressortir la trame de la fibre de carbone composite. Cela ajoute une grande intensité de travail à l'ensemble du processus, les artisans s'efforçant d'obtenir une correspondance parfaite du motif entre les panneaux de la carrosserie. Étant donné que la première édition a été proposée aux clients au prix de 2 400 000 €, avec un acompte obligatoire de 200 000 €, le prix auquel la voiture a été vendue en début d'année n'est pas discutable. La création des constructeurs de Stuttgart avec l'indice 540K, ainsi que la 300 SL, est constamment en tête de liste dans de nombreuses ventes aux enchères. Ce modèle est le seul de son genre à avoir été produit. Il convient de rappeler que dans les années 30 du siècle dernier, il était courant, dans le segment haut de gamme, d'acheter un châssis nu directement au constructeur et d'installer ensuite une carrosserie fabriquée sur mesure dans l'un des nombreux ateliers. C'est pourquoi la plupart des voitures de luxe de cette époque quittent facilement les podiums des ventes aux enchères pour des sommes à 7 chiffres en raison de leur caractère unique. Il serait possible de consacrer un texte à part entière au destin de cette voiture et,
dans le cadre de cet essai, nous nous arrêterons uniquement sur les étapes les plus intéressantes de son histoire. Tout d'abord, le moteur a été en fonce de 185 mm dans la base à l'usine, ce qui a influencé favorablement la répartition du poids. Bien qu'à l'époque, il faut l'admettre, on pensait davantage à l'attrait visuel, s'il s'agit de voitures destinées à la circulation publique. L'option Fahrgestell Gesetzdem Motor donne à la silhouette une allure plus agressive et impétueuse avec un avant allonge. Et le moteur 8 cylindres en ligne de 5,4 litres lui-même, équipe d'un compresseur, est en fait situé dans l'empattement. Il convient de noter que le 7 octobre 1936, le châssis avec conduite à droite a été envoyé à Paris et que le châssis avec tous les éléments a été acheté à Foggy Albion à Mayfair Carriage Co. Même les historiens ne disposent pas d'une version claire expliquant une logistique aussi complexe, et parmi toutes les hypothèses, on peut distinguer l'achat du châssis par un émigrant ou une commande spéciale pour le Maharaja indien. Dans les deux cas, la conduite à droite semble être une décision compréhensible. Par la suite, la Mercedes a changé de propriétaire, qui se sont engagés dans sa restauration, certains ont eu recours au service d'atelier, tandis que d'autres ont compte sur leur propre force, dans la mesure du possible. En 2002, la voiture exclusive a été confiée à un célèbre collectionneur californien, Don Williams, qui a amené l'exemplaire le plus rare à la perfection et l'a finalement mis en vente aux enchères. La Carrera GT peut être considérée comme la première hypercar Porsche de l'histoire moderne. Présente en 2000 au Salon de l'Automobile de Paris, le prototype a ensuite été mis sur un pied d'égalité avec la Ferrari Enzo et la Mercedes-Benz McLaren SLR par les représentants de la presse spécialisée. Ces trois voitures représentaient le summum du progrès technique de leur époque, et c'est grâce à ce trio que les solutions techniques les plus récentes du monde du sport automobile ont été mises à la disposition des automobilistes. Cependant, dans un volume extrêmement limité pour une somme considérable. Au total, 1270 Carrera GT ont été produites, dont 644 sur le marché américain. Seulement 44 ont été vendues en jaune faïence et 4 d'entre elles avec un intérieur en cuir Asco Brown. L'énorme V10 atmosphérique de 5,7 litres, développant 603 chevaux, était essentiellement la continuation du programme de formule de Porsche. Pour l'équipe Footwork Arrow, qui n'a jamais été achevée. Avant de devenir le cœur de la Carrera GT, le moteur a également été utilisé dans les courses d'endurance. Eh bien, étant donné que 600 chevaux étaient transférés aux roues arrière par le biais d'une boîte de vitesse manuelle. À 6 rapports, la voiture s'est avérée, pour le moins, capricieuse, comme en témoignent de nombreux incidents de la route, dont la mort tragique de l'acteur Paul Walker en novembre 2013. Le kilométrage d'origine sur le lot est de 3526 miles, au kilométrage de 2010 la voiture a été entièrement révisée avec un remplacement de l'embrayage et, selon Carfax, les bouchons d'étanchéité des deux phares ont été changés en 2022. La 918 Speedway remplace la Carrera GT en 2010 sous la forme d'un concept car présente au Salon de l'Automobile de Genève, et 3 ans plus tard, elle est entrée en production. Cette fois, elle rejoint les rangs d'hypercars tels que la Ferrari et la McLaren P1. La voiture est propulsée par un V8 atmosphérique de 4,6 litres et deux moteurs électriques, qui développent ensemble 887 chevaux. Selon le constructeur, cette puissance est suffisante pour franchir le premier cent en 2,6 secondes, le deuxième en 7,2 et le troisième en 191 et accélérer les 1675 kg jusqu'à 345 km/h. Cependant, la plupart des tests indépendants ont démontré que Porsche avait été modeste et que la voiture était en fait encore plus rapide. En 2013, la 918 Speedway boucle la boucle nord en 6 minutes et 57 secondes, améliorant le précédent record de 14 secondes et devenant le premier véhicule civil à réaliser 6 minutes sur le circuit emblématique. L'exemplaire qui passe sous le marteau était équipé du pack léger OSH, qui comprend des jantes en alliage de magnésium, utilisation omniprésente de la fibre de carbone à l'extérieur et de l'alcantara à l'intérieur, ainsi qu'un diffuseur massif sous le pare-choc arrière. En outre, l'hypercar, peinte dans la couleur caractéristique acid green, est agrémenté de touches vertes partout où cela est possible. Un total d'exactement 918 unités ont été produites, et cette voiture particulière a été en possession d'un seul propriétaire de 2015. À 2023, a accumulé 1573 miles, et en 2022 était un peu en désordre que les assureurs, selon Carfax, évalués à $9 365,37. En créant la LFA,
les Japonais ont décidé de ne pas faire d'économie du tout et de reporter tout compromis sur d'autres représentants de leur vaste gamme de produits. Entre l'idée initiale et le lancement de la production, il s'est écoulé presque une décennie entière, et seulement 500 voitures ont vu le jour, faisant ainsi de la première Lexus véritablement sportive une légende, même à l'époque de sa présentation. En 2014, Jeremy Clarkson en a fait sa voiture préférée parmi toutes celles qu'il a conduites. La LFA orange mise aux enchères est l'une des 64 voitures du pack Nürburgring, dédiée au modèle de production qui a terminé 3e au marathon des 24 heures du Nürburgring. La liste des options disponibles comprend des éléments aérodynamiques en fibre de carbone, dont un aileron arrière qui augmente la force d'appui de 33% par rapport à la version standard, une suspension révisée et abaissée de 10 mm, des jantes en alliage de 20 pouces BBS, une boîte de vitesse robotisée à 6 rapports plus rapide, ainsi que 10 chevaux supplémentaires, portant la puissance du V10 de 4,6 litres spécialement conçu en exclusivité pour ce modèle à 563 forces. L'historique de la voiture à 2100 miles est aussi propre qu'une table de salle d'opération. Pour la deuxième génération de la réinterprétation moderne de la Ford GT40 classique, il a été décidé d'abandonner le V8 avec compresseur de suralimentation au profit d'un V6 biturbo. Le public a réagi de manière très ambiguë à cette décision, mais les ingénieurs de l'Oval Bleu la justifient avant tout par le fait que le moteur compact EcoBoost de 3,5 litres a une puissance tout à fait décente de 660 chevaux, et que sa taille donne beaucoup plus de liberté aux concepteurs et aux aérodynamiciens. Lors des tests effectués par le magazine Motor Trend sur le Willow Springs International Raceway, Randy Pobst a réalisé le meilleur temps au tour en 1:23.69, un résultat qui place la GT entre la Porsche 918 Speed 15 et la Porsche 911 Turbo S17. Le lot exposé en janvier est un coupe 2019 très ordinaire, dans la mesure où ce terme s'applique essentiellement à de telles machines de couleur Shadow Black et avec un intérieur noir et blanc. Ce qui est remarquable, en revanche, c'est le kilométrage, 35 miles. La configuration TDF a été vendue à 799 exemplaires en 2015 à 2017 en l'honneur du Tour de France, où l'écurie de Maranello a été inégalée de 1956 à 1964. Créée sur la base de la F12 Berlinetta, la voiture prête pour la piste se distingue de la version de base par l'augmentation de la puissance du V12 atmosphérique de 6,3 litres jusqu'à 770 chevaux, une réduction de poids de 110 kg et un plumage plus développé. Tous ces raffinements ont permis à la TDF d'être plus rapide de 2 secondes lors d'un tour sur la piste d'essai Ferrari de Fiorano, par rapport à la F12 standard. Elle n'était donc plus qu'à 1,3 secondes de la LaFerrari, le vaisseau amiral de la marque. La voiture qui est passée sous le marteau est peinte en Bianco Fuji avec des bandes longitudinales livrées à Nero Stellato, tandis que l'intérieur en cuir noir est cousu avec du fil blanc et s'harmonise autant que possible avec l'intérieur. Le réservoir de liquide de frein a été remplacé à 249 miles. La voiture est également accompagnée d'un jeu de sac à bagages non ouvert. Il est intéressant de voir comment la scène du custom évolue dans le contexte du prix que les gens sont prêts à payer pour un projet. Prêt à l'emploi construit à la discrétion du créateur et sans tenir compte des souhaits de l'acheteur final. Jeff & Custom est une entreprise au nom et à l'histoire longue, spécialisée dans la Corvette de deuxième génération, C2. Et si, il y a quelques années, les créations de l'atelier de Jeff sont passées sous le marteau pour 200 à 300 000 $. En 2022, le cabriolet bleu argent a été vendu pour 715 000 $, et l'année dernière, la C2 portant le nom de Dirty Martini a été encore plus cher, pour 770 000 $. Et travaille dans le genre resto mode, une voiture classique du siècle dernier est prise comme base et remplie au maximum de matériel moderne, de la centrale électrique à la stéréo. Les solutions en matière de design extérieur n'ont parfois rien à voir avec la voiture d'origine. La direction a bien sur le droit de vivre, et le grand nombre de voitures assemblées en est la confirmation directe. Cependant, jusqu'à récemment, la tendance était telle que les particuliers fortunes déboursaient des sommes à 7 chiffres principalement pour des kits rares dans un état où chaque vis correspond aux spécifications dans lesquelles la voiture est sortie de l'usine, et non pour un, je le vois comme ça, dans la prestation d'un studio quelconque, même s'il jouit d'une réputation irréprochable. Cette Corvette est construite autour d'un châssis Art Morrison, sous le capot se trouve un V8 LS3 moderne de 540 chevaux associé à une transmission automatique 4L70E,
et le tout est freiné par des freins à disque Willwood aux 4 roues. Ainsi, tout en ayant une apparence vintage, la voiture est dotée de la dynamique d'une voiture de sport et se comporte au même niveau. Les disques Shot Personalize sont l'un des points forts du design. La réalité moderne est que les resto-modes peuvent désormais coûter plus d'1 million de dollars, nous attendons de nouveaux records. Dans le domaine de la personnalisation. Ce Roadster est l'un des 132 livres sur le marché américain en 1997 à 1999. Le point fort du lot présent est le fait qu'il a été commandé par Donald Trump, qui la possède jusqu'en 2002. L'ancien président américain a obtenu la Diablo grâce à une relation spéciale avec le constructeur de Sant'Agata Bolognese, les Italiens. Lui ont fourni plusieurs modèles à usage temporaire dans le cadre d'une campagne publicitaire visant à promouvoir le nouveau modèle. Et la marque dans son ensemble. Pour ajouter à l'exclusivité, la voiture est peinte en bleu Le Mans, une couleur qui n'était pas proposée en 1997, et est en outre décorée d'une plaque portant l'inscription « Donald Trump 1997 Diablo ». Le compteur indique 15 431 miles, la voiture a changé 2 fois de propriétaire depuis Trump, et selon Carfax, une différence de kilométrage a été trouvée le 8 septembre 2003. Néanmoins, ce detail mineur n'a apparemment pas embarrassé le nouveau propriétaire. En conclusion, la vente aux enchères Barrett-Jackson nous a une fois de plus émerveillés avec des lots d'exception, chacun d'une valeur d'au moins 1 million de dollars. Que ce soit des voitures classiques emblématiques ou des modèles rares, chaque enchère raconte une histoire unique et témoigne de la passion des collectionneurs. Ces enchères ne sont pas seulement une transaction financière, mais une célébration de l'ingénierie, du design et de l'histoire automobile. Restez à l'affût pour découvrir les prochaines pépites qui pourraient bien faire vibrer le cœur des amateurs de belles mécaniques.